Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec en première partie de soirée Info 10, le journal local et régional. En deuxième partie, vous aurez Info 10, l'actualité sportive du département. Ce sera après la coupure pub de 19, mais pour l'instant, place au JT. Nous sommes le vendredi 1er mars 2024 et il y a du changement ce mois-ci puisque la Guadeloupe figure parmi les 29 nouveaux départements qui expérimentent le RSA conditionné. Dans une certaine mesure, les bénéficiaires devront réaliser 15 heures de travaux qui pourront prendre des formes multiples. On note aussi pour ce mois-ci l'entrée en vigueur de la loi Descrozaille. Les promotions sur les produits non alimentaires ne pourront plus dépasser 34% dans les supermarchés. Fini les bonnes affaires à moins 60, 70 ou 80% sur l'hygiène, l'entretien ou bien le jardinage par exemple. Et après l'augmentation en janvier dernier, le paquet de tabac connaît une nouvelle hausse de 10 à 1 euro, de 10 centimes à 1 euro le paquet. Et n'oubliez pas aussi que les chèques énergie expirent au 31 de ce mois. Et quelques jours après l'incendie qui a ravagé leur local, les membres de l'association 50-50 accusent le coup. À l'instar de plusieurs familles du quartier, ils font face à une situation terrible. Demain, ils organisent une première opération de nettoyage et font appel à votre aide. Regardez. Nous vivons drame même jeudi jour parce que il n'y a pas rien qui nous, a pas rien qui 50 là, c'est tout quartier raspaille. Parce qu'il y a des 3 familles qui pèdent toutes casailles, ni même en famille les Martineaux qui pèdent cases et magasins de pêche à yo, donc c'est toute vie à yo qui disparaît. Nous, particulièrement 50 là, effectivement, ben, nous pèdent local en nous. Quand on voit vous-même les arriver, ou pas comprendre que ça était aussi important, mais c'est bien ça qui fait. Nous étions en réunion hier soir et nous partageons un peu émotion là, émotion. Parce que nous vivons belle masse et fin comme ça s'arrête pour tout le monde. Vrai, gens nous taillés, gens nous qu'a fonctionné dans le local là. Vrai, tout ça fin parti en fumée en une fraction de seconde. En dimanche, ça fait la peine tout le monde. Mais nous là pour continuer faire un ballon, reconstruire et parce que la vie va continuer de toute façon. Nous lançons un appel citoyen, PEP Guadeloupe, pour dire que voilà, demain, nous allons organiser un grand coup de main pour aider nous à nettoyer et à ôter toute détriture à incendie là. Donc demain matin, à partir de 7h du matin, donc juste toute journée là, juste en nous fin, parce qu'il y a quand même bon manœuvre à porter. Mais nous debout, quand on dit nous debout, nous pas perdre la foi, nous pas perdre l'espoir, parce que de toute façon, nous toujours gourmets, nous toujours fait résistance en 50 là. Et je dis, plus que jamais, eh ben, nous sommes dans la résistance. L'objectif en nous, c'est faire la continuité des choses, c'est reconstruire. Nous n'imit carrément semaine prochaine, nous qui sortis parce que nous là, nous sommes toujours là pour fonctionner. Mercredi soir, nous fait un son pour tout le quartier là, pour tous les sinistrés, partager un moment ensemble parce que c'est là nous ensemble nous n'y plus force et je dis mi carême nous continuer à fonctionner, nous habiller nous faire débouler en nous comme d'habitude et pour dire que voilà la vie va continuer, nous là pour continuer gommer. Et on part sur le front social avec cette mobilisation des salariés de la société Biométal. Les agents dénoncent la procédure de licenciement en cours d'un délégué syndical qu'ils jugent abusive. On fait le point avec Didier Divrande, représentant à l'UGTG. L'union camarade de nous qui est déléguée à l'UGTG, qui est Jodla, patronat, effectivement, rentré dans le système musée vidéo. Ça a fait 6 fois, il a convoqué à travers entretien pour justement à tout prix vous mettre commandant dehors. Et là, c'est démanteler l'IGTG en disant l'entreprise là ça pour tout travailler pédoyer. Mais c'est là nous y est dans l'entreprise là ça. Alors l'entreprise là c'est divisé en deux. C'est Biométal et Tripharma. C'est 2 entreprises.
Avant, c'était bien métal tout seul, mais elle est divisé depuis 2 ans, je crois, et qui est deux directeurs. Et c'est très format, effectivement, qui là, qui vous mettre camarades en dehors. Alors, évidemment, les camarades à bien métal aussi, rentrer en mouvement. Quand d'entretien vers employeur, téléphone là, c'est table là, et employeur a décidé que le camarade là a enregistré. Et il vient prendre le téléphone à camarade là, il voyait, il cassé, et il a bien pensé que le camarade là pas pris. Et là, il a dit que le camarade là agressé. Donc, on a dit pas d'accord. Il y a un entretien prévu là, et employé là, il a convoqué à d'entretien préalable au licenciement. Eh bien, ni 3 jours de ça, il reste d'autres documents qui ont envoyé nouveau rendez-vous là, les 12 mars. Pour le moment, tous les salariés de métal de bout, ça c'est clair. L'employeur, effectivement, qui a fermé nous a dit, nous attendons les 12, nous là. S'il repousse encore, nous là, nous attendons. Parce qu'il repoussé les 12, il avait pensé que nous arrêter ce mouvement-là, nous entamé là. Eh bien non, plus que jamais, nous attendons. L'équipe arrive, qu'est-ce que c'est nous? Au Memorial Act, les 17 agents de sécurité se retrouvent sur le carreau. Suite à un problème administratif, la société qui les embauche n'exerce plus sur le site. L'édifice se retrouve donc sans surveillance, une situation irrégulière qui devrait entraîner sa fermeture. Regardez. Depuis hier soir minuit, donc, la société dans laquelle je travaille pour la société Aegis ne peut plus exercer sur le site pour raisons administratives. Mais donc, ce qui veut dire qu'il y a 17 agents qui restent sur le carreau. Donc là, ce qui se passe, donc moi personnellement, donc c'est pas tous mes collègues, mais moi personnellement, je fais partie de l'UGTG. Donc il y a une négociation de mon syndicat avec la direction pour voir comment on peut avancer durant le mois d'avril ou le mois de mars, excusez-moi, donc le mois de mars où il y a la fermeture obligée, parce que donc il y a possibilité de mettre une équipe d'incendie en place et pour pouvoir faire fonctionner le mat. Comme vous le voyez, on est en plein période touristique. On passe à Caillou qui fait veilleux, c'est bien rapproché de ces entreprises là ou des marques là. C'est bien nous a dit, c'est que les salariés, ils n'ont pas rien à voir dans ça, donc employés, nous poursuivre l'activité là pour employés. Le MACT, s'il n'y a pas une équipe incendie mise en place, c'est-à-dire une équipe incendie composée du nombre minimum requis, donc le MACT ne peut pas ouvrir. Bien, si le MACT ouvre, ce sera en toute illégalité. Donc on espère quand même qu'il y aura un aboutissement au niveau des négociations avec notre syndicat, l'UGTG, pour pouvoir reprendre avec certains d'entre nous le temps que l'appel d'offres soit fait. La solution là, c'est à eux de trouver. Si on n'a pas trouvé, nous allons rester veillés actifs pour faire ce qu'il y a à faire. En Guadeloupe, de plus en plus, ces marchés-là, qu'ils soient privés ou publics, ils sont mis en cause. Donc, nous avons de plus en plus ce problème-là. Nous avons CGE il n'y a pas longtemps. Nous avons marché à CHU qui a sorti. Nous 37 agents à l'ancien CHU, là, nouveau là, ils font un nouveau appel d'offres. Pas une reprise. Ça veut dire que 37 là, qui restent à terre. Et de retour sur le plateau, je reçois maintenant Ronny Crane, représentant de la coordination rurale. Il est en compagnie de Xavier Pajamandi, jeune agriculteur et membre du collectif des agriculteurs. Et nous avons également Laric Bonny, qui est jeune agriculteur. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Donc effectivement, on suit le dossier de la canne de très près, puisque on le sait, les agriculteurs et les planteurs de canne ont demandé un coût d'achat à 160 €, si je ne m'abuse. Est-ce qu'on avance sur ce point-là? Est-ce que l'usinier vous a écouté? Où on en est aujourd'hui? Alors pour bien dire, c'est que l'ensemble des producteurs de la Guadeloupe, de canne, se sont regroupés. Donc le KDA, l'ensemble des représentants syndicaux, c'est-à-dire la coordination rurale que je représente, le MODEF, les jeunes agriculteurs, la SICA canière de l'IDECAG et le KDA. On s'est regroupés et on a réévalué le prix de la tonne de canne. Donc on est tombé d'accord sur un prix à 100 €. 120 € la tonne fixe, sans condition de richesse. Donc aujourd'hui, c'est la grande nouveauté. Pendant des années, on s'est contenté d'être géré par une richesse qui était fluctuante. Aujourd'hui, on a demandé à ce qu'on soit rémunéré sur le prix réel de la tonne. Parce que le transport se fait à la tonne,
la bagasse est payée à la tonne, on achète l'engrais à la tonne, donc on veut retourner à un prix à la tonne de canne. Donc c'est 90%. Ce matin, le syndicat de la FDSEA nous a rejoints dans le mouvement. Donc on peut dire aujourd'hui 90% des producteurs de canne de Guadeloupe sont ensemble face à l'usinier afin qu'il entende raison et qu'on change un nouveau modèle. On arrive avec un nouveau modèle économique sur 3 années afin d'élaborer une nouvelle manière de penser et de faire la canne en Guadeloupe. Alors, il y a un certain consensus au niveau de certaines instances, certes, mais on a eu la sortie, par exemple, du président de l'Iguacan qui disait que quelques planteurs n'allaient pas stopper de toute façon la récolte. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un consensus cette année ou il va y avoir encore des négociations, même au niveau des planteurs? Le consensus y est, puisque nous tous, 90% des planteurs sont présents et ensemble aujourd'hui, parlant de la même voix. Et pourquoi manque des 10%? Pourquoi il y a les 10% manquants? Alors, on rentre dans des stratégies peut-être un peu politiques à ce moment-là, je n'en sais rien. Le président de l'Iguacan, aujourd'hui, nous a envoyé une note, il a dit qu'il refusait l'augmentation, alors qu'il n'est peut-être pas dans son rôle. Son rôle, justement, est d'entendre les deux parties, puisqu'il est membre d'une interprofession qui gère que la partie des transformateurs, que la partie des planteurs. Donc, à ce moment-là, il devrait entendre tout le monde et nous mettre ensemble sur la table et juger de la situation. Et non pas prendre une position partiale au profit de l'usinier. Donc vous avez fait expertiser justement le coût de production de la tonne. Vous êtes tombé sur 120 €. À combien finalement vous souhaiteriez que l'usinier rachète la tonne de canne? Donc nous sommes tombés sur le coût fixe sans modulation pour l'année 2024 à 120 €. Le prix donc c'est 120 €. Voilà, le prix de la tonne sans tenir compte de la valeur sucre. Donc, et en année 2025, on va réévaluer de nouveau par rapport à l'inflation, par rapport au coût des intrants qui vont être rajoutés à ces 120 €. Ensuite, en 2026, pareil. Alors, l'idée, c'est de mettre en place un laboratoire avec dans chaque bassin cannier, plusieurs champs de démonstration avec des itinéraires techniques pour remonter en tonnage. Aujourd'hui, ce qui nous fait défaut, c'est que les planteurs n'arrivent pas à monter en tonnage. Donc, l'idée, c'est d'amener un nouveau modèle économique, une nouvelle pratique pour que tout un chacun puisse s'en sortir. Si le tonnage remonte, les transporteurs aussi auront plus de travail et la production va s'en ressentir. On nous demande de remonter, de tendre vers un tonnage de 750 à 800 000 tonnes. Donc, on est sur la table de négociation, on a fait des propositions. On voudrait que, si on y arrive, que l'usinier aussi s'engage à broyer ces 700 à 800 000 tonnes qu'on prévise de faire dans les années à venir et aussi de les payer à juste coût. Alors, sur les 120 €, est-ce que l'usinier a une oreille attentive? Est-ce qu'il semble plus ou moins d'accord? Est-ce que ça va porter ou est-ce que ça va bloquer à ce niveau-là? Mais là, aujourd'hui, je vous le dis, il n'y a pas d'autre solution. Là, on vient d'apporter une solution, on était à 160. C'est ça, il faut que la récolte démarre, on est conscient, le collectif. Aujourd'hui, avec l'intersyndicale, on s'est mis d'accord. On a atteint les 120 €. Et là, l'usinier, qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas, il devra s'adapter à ce montant-là. Je vous le dis, sinon, il n'y aura pas de démarrage. Il n'y aura pas de démarrage. Donc la proposition est sur la table et oui. c'est à l'usinier, effectivement, de trancher. Voilà. Que le président de l'Iguacan dise aujourd'hui, en tant que lui-même, qu'il soit, je ne sais même pas s'il est planteur, je ne sais pas. Et qu'il le dise aujourd'hui. J'estime que, comme M. Crane vient de le dire, il est là pour entendre les deux parties. S'il veut, il fait le choix de nous entendre, de ne pas nous entendre. Ça, c'est lui. Mais il faut qu'il sache que c'est lui qui sera responsable, que si c'est cette catastrophe-là cette année, l'année dernière, c'était le collectif, mais ce sera lui s'il vient par la table de négociation. Parce que c'est lui qui n'est pas d'accord à entendre 90% des planteurs. Ça, c'est clair. Et là, nous, on ne va pas lâcher là cette année, puisque, comme vous voyez, vous le dites souvent, la canne, ce n'est pas un problème de l'année dernière. C'est un problème de plus de 10 ans. C'est récurrent. C'est 10 ans. 10 ans de souffrance. 10 ans de souffrance pour nous, nos familles. Et là, aujourd'hui, je vous le dis, on ne peut plus continuer comme ça. C'est impossible. C'est des familles, c'est des endettements à des 4-5 ans. Là, aujourd'hui, on ne pourra pas. On ne pourra pas et on ne va pas lâcher. Il faut qu'ils comprennent ça.
et il doit s'asseoir à la table des négociations. Voilà. Alors, l'usinier et lui-même. Vous essayez en tout cas visiblement d'être raisonnable. En début de semaine, on était sur 160, je crois, la tonne. Là, vous êtes déjà sur du 120. Mais, donc, vous faites un pas véreux. Tout à fait. Vous avez vu ce matin, on démarre une récolte, on est des agriculteurs. On a au moins combien de convois de forces de l'ordre pour démarrer une campagne. Et ça fait déjà un moment qu'on informe, qu'on alerte. Là, quand je dis un moment, ça fait 10 ans. On est là à 10 années de souffrance. Il n'y a pas eu de suicide en Guadeloupe. Mais il y a des gens aujourd'hui qui sont au bout du gouffre. Limite. Est-ce que là, aujourd'hui, ils attendent dans la canne que s'il y a un cas comme ça? Pareillement, et quand on parle de volume de tonnage, pourquoi le tonnage a baissé? Mais parce qu'aujourd'hui, l'agriculteur ne se retrouve plus dans sa rémunération. Il n'a pas d'argent, il ne met plus d'engrais, il ne fait pas les travaux qu'il faut. Eh bien, ce n'est pas un problème comment dirais-je, de terrain ou d'amendement, comme vous voulez, comme ils le disent. Et aujourd'hui, c'est un manque de moyens qu'il n'a pas. Et quand il a des endettements, il ne fait plus ce qu'il a à faire. C'est tout. Ils font croire que c'est un problème d'amendement. Non, ces gens-là ne sont pas agriculteurs. Moi, j'ai un terrain, je n'ai jamais mis d'amendement dans mes sols. Et pourtant, j'ai le même volume de tonnage. Nous, on fait le volume. Quand vous faites un volume de tonnage, on vous demande de faire 80 tonnes, 100 tonnes. Mais nous, on arrive à faire le volume et on ne s'en sort pas. Là, ils ont mis... tout le monde parle de 109, d'une augmentation de 30%. Mais il faut bien comprendre. Les 30% s'adaptent, les 109 euros s'adaptent, comme on le redit, à une valeur de 9 de richesse. Si on fait 2, 3, 4, mais on n'est plus à 109. On est à peine à 60. Multiplié par le tonnage, qu'est-ce qu'on obtient? On n'obtient rien. On n'a pas payé l'opérateur, on n'a pas fait les entretiens, on n'a pas payé la SICA, on n'a rien fait. Là, ils sont en train de dire qu'ils ont fait une augmentation, mais c'est à partir de la base de richesse. Et là, on n'en veut plus. Ils vous proposent combien exactement? Là, ils n'ont rien encore dit. Là, on va partir d'une phase. Oh non, on va partir. C'est ce matin que, justement, avec l'intersyndicale, ça a été signé la veille. Là, au fur et à mesure, les signataires nous rejoignent là actuellement, nous rejoignent. Et là, en fonction de cela, je pense entre ce week-end ou, j'espère, lundi, que ce soit le président de l'Iguacan, l'usinier, tout le monde va remettre sa tête à sa place et on va pouvoir parler. J'espère, et les planteurs attendent ça. Vous avez 80, ils avaient dit qu'il y a à peine 10% des planteurs. Vous avez 90% des planteurs, s'ils n'entendent pas. Là, on a demandé ce matin, si tout le monde est conscient de la situation, mais pas au peur. Vous avez vu, les opérateurs n'ont pas coupé. C'est parce qu'ils sont conscients qu'il y a un problème. Il y a une grosse tension, c'est vrai. Il y a un problème. C'est même pas la tension exacte, c'est qu'eux-mêmes, ils ne gagnent pas leur vie. Si le prix il est fixe, tout le monde gagne, comme M. Craneville le dit, tout le monde gagnera, ça part. Et c'est tout. On est dans un consensus gagnant-gagnant pour tout le monde, pour que ce soit pour nous planteurs, opérateurs, transporteurs et usiniers. On n'est pas contre qui que ce soit, mais il faut qu'ils le comprennent aujourd'hui. C'est clair. Lors de l'ancienne convention Cannes, on était à 3540 planteurs. Cette année, on est à 1760 planteurs. Ça donne à peu près la vision des choses, comment on dégringole. Bah, divisé de moitié. Voilà. Alors, et est-ce que l'usinier n'arrivera pas peut-être à contraindre le démarrage finalement de la campagne, puisque vous êtes à 90%, mais les 10% restants pourront livrer, et la campagne pourra démarrer, peut-être entraîner d'autres planteurs à livrer leur canne aussi à Gardel? Alors, vu comment les choses avancent, si on est unis, ben, l'usinier ne va pas démarrer avec 10% des planteurs. Alors, selon ses dires, il a l'intention en fait de retourner à la table des négociations dès lundi. Donc, on attend des propositions. Nous, on a nos propositions et donc on attend qu'il se plie aux conditions, parce qu'en fait, on ne peut plus continuer comme ça. On est au bord du précipice et en continuant comme ça, on n'ira nulle part. Donc, ce matin, on s'est retrouvé avec une centaine de gendarmes, en empêchant aux autres de venir manifester leur mécontentement et en bloquant la situation. Donc, en fait, lui, il s'est rendu compte que les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Donc, on espère qu'on va aller... Oui, mais au lieu qu'il y ait eu discussion, on a pu constater aujourd'hui, effectivement, c'est plutôt un rapport de force direct. Un rapport de force pour nous bloquer et nous empêcher de manifester notre mécontentement. C'est-à-dire qu'on était bloqués à 2 km de l'usine. Pour la plupart, on ne pouvait pas arriver. Ceux qui étaient déjà là étaient bien là et on était bloqués, tout simplement.
Donc en fait, on n'est pas des bandits, on n'a jamais agressé quiconque, on était très pacifique. Donc selon moi, on doit retourner à des rapports plus sains dans une filière qui est importante comme celle-là. Donc c'est un rapport gagnant-gagnant. Tout le monde doit s'y retrouver en fait dedans. Donc, mais on a eu l'occasion justement lors d'un échange entre l'usinier et certains planteurs, on entendait l'usinier qui disait qu'il n'était pas le seul à devoir faire justement un geste et un pas dans cette affaire, en parlant de l'État, des collectivités également à côté. Ben, tout le monde le sait, les collectivités et l'État, ils ont fait le maximum. Ils ont donné le maximum. L'usinier n'a fait aucun effort. Voilà. Il n'a fait aucun effort. Il paye 16% de la valeur totale de la canne à sucre. 16%. Donc, 16%, ce n'est rien comparé à la Martinique et à la Réunion, qui sont plus aux alentours de 40%, 50%. D'accord. Donc l'usinier coûte 59% de contribution pour les usines de la Réunion et la Martinique. Donc nous, on est bien en dessous. Donc c'est misérable. C'est misérable. Comment on justifie un tel écart de niveau dans la profession? Comment ils arrivent à justifier un tel écart? Encore une fois, c'est pas pour... Je le dis, c'était à nos représentants, à un certain moment, de faire ce travail-là. Nous, aujourd'hui, le collectif, les jeunes agriculteurs, ils le font. Bon, maintenant, tout le monde essaie de venir à la table pour négocier, mais à un certain moment, c'est à eux de voir, de recevoir, de connaître les données, toutes les données, de se renseigner. Il y a une interprofession qui s'appelle Iguacan, elle est là pour ça, en fin de compte. C'est ça le problème. Donc c'est une division de personnes et on se retrouve dans cette situation-là. Nous, on n'était pas obligé d'arriver à ce point-là. Ça fait un moment, en 10 années quand même, 10 années, c'est 120, je sais même pas, c'est 120 mois. Ouais, donc clairement. On a eu le temps, ils ont eu le temps de réfléchir. Les gens, quand vous voyez que nous avons des richesses qui ont atteint 0 dans notre zone en Nord-Bastère, la personne qui s'occupe de ça ne le gêne pas. Il ne voit pas. Le responsable je ne sais pas, qui s'occupe là, c'était l'irresponsable là, il ne voit pas. Un 0, c'est rien. 0 représente rien. 1, 2, 3, 4, c'est rien pour nous. Là, on est en perte. Et ça fait des années, ils peuvent aller retourner en arrière, ils peuvent voir ça. C'est-à-dire que nous, on parle là, au démarrage de cette campagne-là à la richesse, avec le modèle de la richesse, mais on ne sait même pas à quel prix on allait vendre notre canne. Là, nous, jeunes agriculteurs et même les anciens qui sont là, on ne peut plus continuer comme ça. Avec l'inflation, là, ça a ouvert les yeux, on ne peut pas. On est fatigué et ceux qui n'ont pas encore compris ça, je ne sais pas, peut-être les 10%, mais qu'ils viennent aussi, qu'ils se ramènent aussi, je dis. Mais en tout cas, vous voulez une refonte là, on veut une refonte totale du système. Parce que vous savez, avec l'évolution, la jeunesse qui rentre là actuellement, vous pensez qu'avec ce modèle-là, ils peuvent rentrer dans ce système-là? C'est impossible. Un jeune qui va rentrer là, dans la canne là, cette année, avec ce modèle-là, mais il est endetté au départ, est-ce qu'il va faire la canne l'année prochaine? C'est pas possible. Et c'est ce qu'on dit depuis un moment. Donc le rendez-vous est donné lundi. J'espère. Je le souhaite pour eux. On espère, parce qu'en fait, si la canne va, je pense que le reste de l'agriculture va être tiré vers le haut. Et c'est extrêmement important. Il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre agricole, que tout le monde se précipite vers la canne. Il faut qu'on puisse restaurer les valeurs agricoles et surtout la confiance dans l'agriculture. On n'a plus de jeunes qui veulent s'installer. On n'a pas de terres extensibles, ce n'est pas disponible, qui ne sont pas plus disponibles. Il faut absolument aujourd'hui remodeler un modèle économique pour permettre aux jeunes de revenir dans le système rural et de nous donner à manger. On n'arrête pas de nous vanter l'autonomie alimentaire, mais sans aucun moyen pour y arriver. La canne est un bon modèle qui peut rentrer dans la tête d'assolement et en rotation de culture, qui peut nous permettre d'arriver à maintenir une économie rurale agricole sur la Guadeloupe et en ayant des ressources suffisantes pour nourrir la population. C'est notre rôle premier. Mais ça rentre en complément d'une grande culture qui est noble, hein, ça fait 4 siècles qu'on l'a fait sur ce pays, qui nous a formés, qui forme les paysages. Aujourd'hui, si un élan n'est pas pris cette année, maintenant, je pense qu'il va falloir fermer les portes et
Chaque année, on entend un peu ça, que la Cannes est en difficulté, la Oui, Cannes mais est en justement, difficulté, il y a 10 ans, on me disait que dans 10 ans, il y aurait Il y a plus de 10 ans, Cannes. il y avait 5000 planteurs. Aujourd'hui, on est à 1700. C'est vrai que c'est peau une de chagrin. extinction silencieuse. Voilà. Donc, c'est peau de chagrin au fur et à mesure. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la progression du bâtiment et du béton sur les terres agricoles est extrêmement importante. Donc, et tout ça au détriment de l'importation. On importe 30 000 tonnes de viande congelée en Guadeloupe. C'est anormal. On a des terrains. On a de quoi nourrir la population. C'est notre rôle et on est capable de le faire parce que financièrement, on ne s'en sort pas. Alors, vous on va devoir se quitter malheureusement, mais à l'aube des élections européennes, on sait que la PAC est très discutée parce qu'effectivement, tout le monde est un peu mis en concurrence avec des gros. Donc, si vous aviez des sollicitations envers justement les élus européens, qu'est-ce que vous demanderiez ? En fait, on demanderait surtout de revenir un peu à la régionalisation, puisqu'on a tendance à nous oublier, nous, aux Antilles. Dans la PAC, on n'a pas de chapitre dédié aux Antilles. Quand vous faites de la mangue, ben, ça n'apparaît pas au niveau de la PAC. Vous faites de l'ananas, ça n'apparaît pas au niveau de la PAC. La canne même, c'est une culture orpheline. Nous, on n'a que des cultures orphelines. Donc, il faut un peu régionaliser ces secteurs, puisque la France, elle est présente sur l'ensemble des 7 mers. Donc, il faut absolument qu'on ait une représentation forte pour faire naître nos valeurs. Et les valeurs qu'on apporte, c'est un complément direct à l'Europe. On amène un surplus. On a plus de 75% de la biodiversité mondiale au niveau de nos îles. Aujourd'hui, il faut le faire savoir. Ça a un coût et il faut qu'ils nous aident à le mettre en valeur et à pouvoir nous permettre de vivre avec. Surtout qu'on a une qualité de produit. Moi, je suis peut-être trop chauvin, mais on a une qualité de produit qui est exceptionnelle au niveau mondial. Jusqu'à ce jour, oui, on est reconnu, que ce soit sur la qualité de nos produits et de nos co- et sous-produits. C'est-à-dire, on parle du rhum, mais le sucre qui est excellent, notre sucre de canne. Donc, il sert à beaucoup de choses. Il sert à beaucoup de choses. Aujourd'hui, par exemple, l'usinier, on a signé une convention sur une base de vrac, de sucre en vrac, alors que l'usinier fait 80% de sucres spéciaux. Donc, avec une valeur quasiment doublée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a les éléments pour lui demander de nous payer à 120 € de la tonne fixe. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, messieurs, d'être venus sur ce plateau pour nous éclairer sur la situation effectivement des planteurs de canne. Donc on attend de voir si lundi les négociations démarrent, notamment avec l'usinier. Donc on était au départ, vous étiez sur une revalorisation du coup allant jusqu'à 160 € la tonne. Vous avez discuté entre vous et vous avez tablé donc sur 120 € la tonne. Fixe. Donc 120 € fixe pour la tonne. Et c'est donc ce qui sera mis sur la table lundi si les négociations ont bien lieu. De toute façon... Alors, c'est l'élément clé non négociable. 120 € fixe, non négociable. Point. Pour moi, c'est clair. La campagne ne démarre pas. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Et à l'occasion de la journée internationale zéro discrimination, le CERAC Antilles-Guyane organisait un village artisanal sur la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre. Les personnes porteuses de handicap ont ainsi pu présenter leurs produits et sensibiliser le public sur leurs conditions. Le reste en images. Aujourd'hui, alors, deuxième édition du salon Nous Talons mis en lumière. En même temps, c'est la journée internationale de zéro discrimination. Alors, on a mis les deux événements ensemble. Aujourd'hui, présent, nous avons plusieurs organismes, associations et des particuliers. Tous les exposants sont en situation de handicap et ils montrent au grand public leur savoir-faire, leurs services, les œuvres, tout ce qu'ils ont créé, produit, etc. Je propose un travail de couture que je fais. J'ai eu mon bac de couture que j'ai réussi. Et différentes personnes voient ce que je fais, demandent le prix. Ils jetaient des choses. Je dis non, on va fabriquer des choses avec, donc des lingettes à laver pour se démaquiller, pour des protections, pour les bols, pour les verres. Et c'est facile à laver. Les personnes sont intéressées, ils posent des questions, ils disent « oh, c'est beau ». Alors il y a des écoles, des établissements scolaires de Pointe-à-Pitre qui sont sur place. Il y a des IME qui sont venus. Et il y a des associations avec leurs bénéficiaires qui sont venus. Et après, les gens qui passent un peu par hasard sur la place de la Victoire et qui se font tirer par la musique, par l'ambiance et qui restent et qui regardent et qui profitent. Et de loin, je voyais les stands. Donc je suis venue voir quand même parce que je me suis dit c'est certainement une exposition artisanale où les gens montrent un peu leur création. Donc je suis venue
Et là, j'ai vu des petites demoiselles en costume créole en train de danser la Begin sur la chanson de Tania Saint-Val. Et en voyant qu'il y avait des chaises roulantes, je pensais que c'était un spectacle, quand même une organisation pour les personnes à mobilité réduite. Et donc, ça m'a permis de rester un peu plus longtemps pour voir vraiment ce qui se fait. Il y a la danse, il y a le slam, le chant. On a eu ce matin avec notre parrain, M. Ronnie Brut de Joga Sport, une table ronde autour des questions sur surmonter la discrimination, montrer son talent et garder l'humour dans la situation qui est peut-être quelquefois handicapante. C'est une fierté, on est content, il y a du monde, on rencontre des personnes entendantes, voire des personnes en situation de handicap, des personnes sourdes, et il y a cet échange. C'est vraiment beaucoup d'émotions. Il y a des bons événements, il y a des bonnes initiatives, mais pas encore assez. C'est encore eux et nous et non. C'est nous tous ensemble et comme M. Brut a dit, capables mais différentes. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient lundi à 18h30. Bon week-end à vous. Bisous tout le monde.